retour sur ce plateau de l'autre journal avec nos invités Ferdinand Haïté et Luc Abaki. Nous allons revenir au Togo avec la corruption, ce rapport de Transparency International qui a classé le Togo au 134e rang, oui voilà, avec 29 points. Le Togo a dégringolé, Ferdinand. Bon, il y en a qui disent qu'on a gagné 6 points. Oh. De toutes les façons, on n'a pas besoin de rapport pour savoir ce qui se passe au Togo. Nous vivons les faits nous-mêmes tous les jours. Et la corruption se déroule sous nos yeux. Et on en voit à tous les coins de rue, dans l'administration, dans les services publics, on voit la corruption tous les jours. Les détournements, les scandales financiers, on en voit tous les jours. La presse en parle, les journalistes font des investigations. Et donc, lorsqu'un rapport d'une organisation comme Transparency International vient confirmer tout ça, c'est la preuve que, bon, voilà, c'est notre pays. Je voudrais juste rappeler rapidement que, à ce jour, M. Faure Gnassingbé fait 17 ans de pouvoir. Et pendant les 17 ans de pouvoir, il y a eu tellement de scandales financiers. On n'a jamais arrêté un seul individu. On a arrêté les gens qu'on soupçonne de faire le coup d'État, ça on arrête rapidement. Mais les gens qui ont détourné de l'argent, les gens qui ont été au cœur des scandales financiers, on n'en a jamais arrêté. Ça fait 17 ans que le régime de Faure cherche à appliquer un seul article de la Constitution, la déclaration des biens. 17 ans. Ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté réelle d'en arriver à la déclaration des biens. On repousse l'échéance au maximum pour finalement ne pas le faire, ou trouver un moyen pour le faire à leur goût. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'étais à l'investiture de Roch Christian Kaboré. Il est renversé aujourd'hui. À son premier mandat, j'étais dans la salle. Quand il a fini de faire son discours d'investiture, il a pris une enveloppe à 4 là, dans laquelle il y a eu la déclaration de ses biens. Il a remis au président du Conseil constitutionnel. Devant tout le monde. 2 semaines après, ces biens ont été publiés dans le journal officiel du Burkina Faso. Tout le monde a pu avoir accès à ce qu'il possède. Le président, comment il s'appelle il y a eu le chef d'État qui a fait ça aussi en direct. On a vu le président du Niger, l'ancien comme le nouveau, Bazoum. Le jour où il a fait prestation de serment, il a remis ses biens. Au Togo, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on court derrière la déclaration des biens de nos gouvernants. Ce qui est prévu dans la Constitution. Donc, la corruption ne peut qu'avoir le vent en poupe. Nous avons aujourd'hui sur notre territoire des fonctionnaires, des grands commis de l'État qui sont plus riches que l'État, qui ont accumulé tellement d'argent qu'ils sont devenus plus riches que l'État. Nous venons de parler de la gestion, de la transparence dans la gestion des affaires publiques lorsqu'on parlait de la taxe d'habitation. Nous y sommes. Comment se fait-il que dans un pays normal, des individus qui ont un bulletin de paie, qui ont un bulletin, qui ont un salaire, dont on connaît la carrière, on sait combien ils gagnent, ils deviennent plus riches que l'État. Alors, lorsque personne ne sévit, on est dans ça. Et donc, qu'on ne soit pas étonné aujourd'hui que, bon, des institutions comme Transparency International viennent mettre notre pays sur le banc des pays les plus corrompus au monde. Tout ce qui se fait aujourd'hui au Togo est marqué du sceau de la corruption. On a fait les derniers concours, que ce soit pour les assistants médicaux, les gens ont donné 50 000, 40 000 pour être admis. Ceux qui n'ont donné rien, ils ont échoué. Ils ont échoué. Les victimes, les gens qui ont su après que leurs collègues ont donné de l'argent, ils en ont parlé après. Et les gens sont venus à cette rédaction pour nous dire que les grands frères, le concours qu'on a été là, on pensait que les gens donnaient de l'argent. Et ils ont dit les circuits dans lesquels il faut donner de l'argent. Ça veut dire que dans ce pays, tout ce qu'on voit, qu'on recrute dans l'administration, quand vous prenez quelqu'un qui donne l'argent pour réussir un concours, quand il devient fonctionnaire, il fait quoi? Mais quand on va lui donner de l'argent, il prend pour tronquer les choses. Et donc, notre pays, voilà ce à quoi ressemble notre pays. Et c'est quand même dommage que le régime ait garanti autant d'impunité aux prévaricateurs depuis 17 ans. Et les gens sont tranquilles. Et puisqu'on n'a pas arrêté Kofi, Toyi le fait, Pacha le fait, Komla le fait,
tout le monde s'enrichit et finalement c'est la République qui perd. Et donc nous sommes dedans. Merci. Et Luc, ce qui est paradoxal, c'est dans ce pays qu'on a le plus d'institutions de lutte contre la corruption. Oui, on les multiplie, mais juste pourquoi? Parce qu'au plan international, justement, à la suite des rapports pareils, les gens sont coincés. On dit, bon, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. On réfléchit rapidement, on met en place une institution pour dire, ah oui, c'est pour lutter contre la corruption. Cette institution devient budgétivore. Voilà, donc, puisque c'est les ressources du trésor public qu'on alloue donc, à son mécanisme de fonctionnement, etc. L'institution fait des rapports, elle fait son travail. Elle fait des rapports, mais il y a des mécanismes qui empêchent que, par exemple, une structure comme Aplucha puisse sévir, c'est-à-dire qu'en dehors de ses enquêtes et des rapports qu'elle est obligée de transmettre au procureur de la République qui doit initier l'action judiciaire, elle ne peut plus rien. C'est ainsi que des dossiers ont été montés et puis transmis au procureur, personne ne dit plus rien. Pourquoi? Parce que justement, la volonté de démanteler le réseau des corrupteurs n'est pas là, n'existe pas. Elle n'existe pas pourquoi? Parce que les gens se disent que ceux-là que nous disons corrompus, corrupteurs, tiennent un pan essentiel du pouvoir. Donc, prendre le risque de démanteler des gens comme ça, c'est scier la planche sur laquelle on est assis. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par une forme de complaisance, on marche sur les œufs, on contourne la situation. Alors qu'au même moment, là, le peuple est en train de subir, mais de façon draconienne, les conséquences de ces détournements, de cette corruption, etc. Mais je voudrais faire un détour quand même pour dire qu'il faut que nos dirigeants comprennent une chose. Ceux qui rentrent dans l'histoire, ce ne sont pas ceux-là qui sont matériellement riches. C'est ceux qui travaillent sur des valeurs. C'est ceux qui impactent la vie de la société par leurs idées, par leurs œuvres. Toute l'histoire aujourd'hui est marquée quand on te parle des Voltaire, des Socrate, toute l'histoire de l'humanité est tractée par des gens des idées. Je ne comprends pas l'intérêt pour quelqu'un qui a l'opportunité de rentrer dans l'histoire, de s'oublier dans le matériel et de rentrer dans une compromission totale au point où il va mourir avec ses propres œuvres. C'est terrible quand même parce que je me dis que mais comment on ne peut pas avoir un minimum de vision pour comprendre la manière dont l'humanité elle-même fonctionne et la manière dont elle évolue. Donc cette histoire de corruption est une vraie honte parce que c'est les esprits courts, raccourcis qui s'adonnent à ce genre de choses qui ne relèvent pas de la noblesse, à vrai dire. Donc, quand nous demandons qu'on lutte contre la corruption, c'est parce que nous estimons que nous avons droit à avoir un pays assaini, où des valeurs ont leur raison d'être. Parce que, qu'est-ce qu'on peut transmettre à une société, à une nouvelle génération, aux enfants que nous mettons au monde, si ce ne sont pas des valeurs? Il faut qu'on les outille de manière qu'ils soient capables de créer par eux-mêmes la richesse. Lorsque tu prends un raccourci lâche, immoral, pour acquérir de la richesse, quelle est ta fierté? La seule fierté que tu peux avoir, c'est d'avoir accompli une mission qui te satisfait et qui satisfait en même temps ton environnement dans lequel tu vis, les citoyens qui vont t'adouber pour tes valeurs, pour tes qualités, pour tes atouts, pour ton leadership, pour ta clairvoyance, pour tes idées inspirantes. On ne peut pas te féliciter parce que tu es riche par le vol. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que, franchement, je n'ai pas envie de trop parler sur ce sujet parce que j'ai honte, dans l'état actuel des choses, qu'on puisse être à ce niveau-là où les gens ne comprennent pas que l'argent n'est pas une fin en soi, que le fait de s'adonner à l'argent ne t'élève pas. La preuve, nous sommes à un débat ici. Est-ce que chacun sait ce que l'autre a dans sa poche? Après tout, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que les citoyens vont retenir? Ce sont les idées que nous aurons mis. Si nous avons travaillé sur la fertilité de notre esprit, nous sommes capables de transmettre une connaissance qui va élever l'esprit des autres, qui va épargner des âmes des autres, qui va cultiver d'autres personnes et de manière qui est un déclic et qui est de l'émerveillement. Mais lorsque vous accumulez de l'argent, ça flatte votre ego, mais vous devenez ridicule parce que tout le monde sait, à partir du salaire que vous avez, que mais vous ne pouvez, en toute logique, pas disposer de ce que vous avez. Donc, vous avez dû écouter les principes d'une vie commune, les valeurs qui définissent nos sociétés. Parce que dans nos sociétés, là, en général, quand tu voles, vous savez comment on fait pour dissuader les voleurs? On t'arrête et tout le village se mobilise pour te crier, pour te huer. Voilà, ça veut dire que tu deviens, à la limite, un animal devant les gens. Parce que tu es quand même de tes facultés, Dieu t'a donné un certain nombre d'instruments pour te faire valoir dans la société. Tu les utilises à des fins pernicieuses, par des lâchetés,
donc tu n'es pas un grand monsieur, quel que soit ton titre en société. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Oui, le problème de la corruption nous renvoie à l'éternel débat sur la solidité de nos institutions. Luc parlait tout à l'heure de la justice. Nous avons une Assemblée nationale qui a la mission de voter des lois, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale. Nous avons des tests qui ont été votés dans ce pays, mais ces tests sont laissés de côté. Et nous avons des dirigeants qui confondent la République à leur bien privé. Or, le législateur a séparé les deux. Si vous voulez faire du business, vous allez dans le monde des affaires. Mais si vous voulez gérer un État, vous êtes soumis aux règles de la gestion d'un État. À savoir, vous déclarez vos biens, vous rendez compte aux citoyens, parce que c'est l'argent des impôts des citoyens que vous utilisez pour gérer l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fondamentalement? On a des dirigeants dont les biens sont confondus aux biens de l'État. C'est-à-dire que vous êtes là, on vous dit, bon, on a construit une école quelque part et que c'est un don du chef de l'État. On vous dit, bon, on a construit un dispensaire quelque part, que c'est le don de tel ministre. Donc les gens confondent la République à leur bien personnel. Et à partir de ce moment où vous avez des dirigeants qui sont des hommes d'affaires, la corruption ne peut que s'installer dans le pays et à tous les secteurs. Puisque celui qui dirige le pays, à partir du moment où il fait les affaires avec le pays, il ne peut plus taper du poing sur la table. Puisqu'il fait les affaires avec tout le monde. Parce que s'il arrête quelqu'un, lorsqu'on va remonter la chaîne, on va revenir à lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il préfère n'arrêter personne. Bon, vous criez, vous bavardez, vous faites des émissions. Eux, ils ont fermé leurs oreilles. Ils disent, bon, c'est des journalistes, c'est des gens de la société civile, laissez-les crier, ça va passer. Nous, on continue pas à prendre ce que nous devons prendre dans le pays. Et nous savons très bien que la corruption prive le pays de beaucoup de moyens qui devaient permettre de construire des écoles, de faire des routes, de construire des universités et de permettre de donner même des bourses à nos étudiants. Quand nous disons que, bon, nous allons chercher des investisseurs, on était récemment en Iran, ce qui sert d'un éditorial demain, 1er février dans notre journal, nous posons la question de savoir, c'est quand même un curieux réchauffement, parce que le Togo, et qu'est-ce qu'on entend? On dit oui, les Iraniens vont venir investir dans la PIA, construire une pharmacie, une usine de pharmaceutique, nous aider à l'irrigation. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous tuez les investisseurs locaux, vous empêchez les hommes d'affaires togolais d'avoir des moyens pour investir dans leur pays, vous écrasez les Togolais, vous imposez des taxes aux opérateurs économiques togolais, et après vous allez en Iran pour dire que l'Iran qui se cherche, c'est un pays qui se cherche, que vous allez chercher des investisseurs. Et ça, c'est la preuve manifeste qu'on ne sait plus véritablement ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a quelques mois, le Togo était dans les bras d'Israël et de Washington. Et tout le monde sait que diplomatiquement, politiquement et stratégiquement, l'ennemi juré d'Israël et de Washington aujourd'hui, c'est l'Iran. Et que même les Américains et les Israéliens sont en train de faire des manœuvres militaires actuellement pour faire des frappes préventives sur l'Iran. Comme le Togo, depuis l'arrivée de Biden et le départ de Netanyahu, n'a plus les bonnes grâces d'Israël et de Washington, alors on va à l'Iran. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant qu'on a plus peut-être les bonnes faveurs d'Angela Merkel, puisque aussi elle est partie, elle a longtemps soutenu le régime par complaisance. Et comme les socialistes qui sont arrivés en Allemagne, plus une vers aux affaires étrangères, vous savez que ces gens sont très fermes et durs, on va aller chercher peut-être des soutiens, peut-être en Afghanistan. Ça veut dire qu'on ne sait pas véritablement où on va. Et donc, sur la question de la corruption, on a besoin véritablement des dirigeants qui incarnent un leadership et qui impriment des valeurs au pays. Parce que la corruption, c'est un cancer qui ronge tous les secteurs du pays. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Luc vient de le dire, c'est une question de perversion des valeurs. Parce que là où il y a la corruption, il y a la perversion des valeurs, il y a la prostitution, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, parce que tout ça découle de la corruption. Tout ce qu'il y a de périphérique dans l'homme. Ça découle de la corruption, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas une fierté pour nous, même si nous le savons déjà, qu'on inscrit nos noms dans des rapports, le nom de notre pays, comme on est 100, combien, on fait la course en tête, quoi, parmi les pays les plus corrompus au monde. Et nos dirigeants sont
dans leur fauteuil, ils sont tranquilles, ils vont dire bon, c'est toujours les rapports, hein, bon, on s'en fout, hein, à partir du moment où ces rapports ne vont pas venir nous sortir de notre fauteuil, on continue, nous continuons d'accumuler les richesses, on continue d'accumuler, et on accumule, on sort les richesses même du pays. Pendant que nos localités sont en train de tomber en ruine, nos villages n'ont pas de dispensaire, nous n'avons pas d'école, il n'y a pas d'eau potable, les gens ont toutes les difficultés à vivre, à manger une fois par jour, 2 fois par jour, et on accumule tellement de richesses sur nos comptes bancaires, on sort tellement d'argent dans le pays pour aller investir ailleurs, et que dans notre propre pays, les gens meurent de faim. Et donc, on a besoin des dirigeants humanistes, des gens patriotes, des gens qui comprennent que, quelles que soient les richesses que vous accumulez dans ce monde-là, lorsque le moment arrive là, vous n'emportez rien. Vous n'emportez rien. Et on voit allumer ici les gens qui n'ont pas pu régler leur succession, les maisons litigieuses. Hein, ça s'écrit tous les jours sur les murs. Ça finit en bagarre devant les tribunaux. Et c'est les avocats, les notaires qui s'en sortent. Celui qui a travaillé, qui a laissé ces richesses-là et qui n'a pas organisé sa succession, et ses enfants perdent beaucoup de choses. Et donc, nous devons fondamentalement aujourd'hui comprendre que on n'a pas besoin, lorsqu'on est des dirigeants, d'être vautrés dans la jouissance, comme Luc le dit, parce que nos chefs d'État aujourd'hui ne sont que dans la jouissance. C'est-à-dire que pour eux, le pouvoir, c'est la jouissance. Avec le pouvoir, on peut tout avoir. C'est-à-dire que si on clique le doigt, on a un jet privé. Si on clique le doigt, on a un bateau de croisière. Si on veut aller aujourd'hui sur les îles les plus perdues au monde, on y va. Parce qu'on a le pouvoir et parce qu'il n'y a pas d'institution de contre-pouvoir. Donc, nous devons fondamentalement mener le débat pour qu'on ait vraiment des institutions. Il ne faut pas qu'on ait des juges qui attendent qu'on leur donne des ordres pour agir. On a des députés qui sont là, quand on vient leur poser des problèmes, ils ne posent pas des questions, ils lèvent le doigt, ils votent les lois, ça comprend. Qu'on ait des organisations de la société civile qui ne font pas leur devoir. Donc quand on a toutes ces sociétés-là où tout le monde a démissionné, finalement, la corruption va s'inviter dans toutes les maisons et les gens vont croire que c'est la chose la plus normale qu'il soit dans le monde. Et c'est ce qui arrive dans nos sociétés. Oui, mais c'est la référence. Donc, Luc, tout à l'heure, c'est Ferdinand qui me l'a rappelé, il y a certains qui disent que le Togo a gagné 6 places. Mais quand on prend le rapport de Transparency International, quand on met là-bas à 100, le point à 100, le Togo a 29 points. Et Transparency indique que les pays qui sont en deçà de 50 sont des pays qui ont plus de corruption en 2020 en 2021. Et cette corruption-là, c'est basé sur la Covid-19, la gestion même de cette crise, de cette pandémie. C'est ce que révèle la... Mais attends, c'est ce que Ferdinand disait tout à l'heure. Est-ce qu'on a même besoin d'un rapport pour savoir, puisque nous le vivons de façon endémique tous les jours, justement sur cette question de Covid. Et vous avez vu que le Togo a pris des mesures extrêmement restrictives à tous les niveaux. Et donc, il y a une forme de transe. On s'est même approprié cette question de Covid, à vrai dire. Et donc, nous avons toujours dénoncé pour dire, mais attention, faites attention parce que vous n'avez pas un variant exceptionnel. Les autres pays essayent de relativiser. Parce qu'en faisant de la manière dont vous le faites, vous étouffez le peuple, vous l'empêchez de s'exprimer, vous entretenez une angoisse et une peur permanente au sein de la population. Et alors que ces gens d'émotions négatives ne permettent pas aux individus de vivre en résonance avec leur être profond et d'envisager des perspectives heureuses pour demain. Voilà, aujourd'hui, c'est clair que les milliards, c'est l'État togolais lui-même qui a fait l'évaluation des financements qu'il a engagés en 2020 qui s'élevait à 260 milliards en termes d'évaluation. Et qu'est-ce qui a été fait? Ils nous ont promis les scanners, les copains. Qu'est-ce qui a été fait? Donc ça veut dire que ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui Transparency International puisse dire que dans le cadre justement de cette lutte contre la Covid, il y a eu plus de corruption. Nous avons vécu ça, nous le savons très bien. Récemment, j'étais à l'intérieur du pays et puis j'ai vu un ami qui me dit, mais attends, si tu rentres dans le schéma de gestion de Covid, il m'a montré certaines réalisations qu'il suffit d'y être, c'est sûr que tu auras de l'argent. Mais pendant très longtemps, il suffit de faire un test là à l'aéroport, tu veux voyager, tu payes 40 000. Tu reviens, tu payes 40 000. Et voilà. Et puis, après le mois, la CDAO avait décidé d'harmoniser. Combien de temps nous avons pris avant de commencer à mettre ça à 25 000? Est-ce que vous voyez? Et puis, il suffit de regarder le trafic qu'il y a au quotidien à l'aéroport pour vous rendre compte de ce que nous générons comme ressources rien que pour les tests.
Et puis le prétexte de vouloir encadrer la société, de mettre les gens en quarantaine, de faire de tout. Mais écoutez, ça va de soi. Donc les gens profitent malheureusement des situations aussi dramatiques, malheureuses, pour justement s'enrichir sur le dos de l'État. C'est immoral, c'est indécent et c'est inhumain. Voyez-vous? Donc tout ça là, c'est pour ça que je dis, je suis forcément mal à l'aise à parler de ça parce que j'aspire à avoir quand même des modèles. Nous faisons partie de la génération, enfin de la jeunesse. Nous aspirons à avoir des modèles qui vont nous tirer vers le haut. Et il n'y a que des valeurs, l'affirmation des valeurs, de la vision, etc., qui peuvent motiver les gens à se sentir fiers d'un État ou bien d'un pays auquel on appartient. Mais si vraiment, ce dont on parle dans mon pays, ce n'est que des choses négatives. Si ce n'est pas la corruption, c'est qu'il y a eu une tuerie quelque part, c'est qu'il y a eu un vol quelque part. Bon, bref, tout ce dont nous parlons ici, voyez-vous, toute cette émission, où est-ce qu'on s'est vanté d'une prouesse d'un dirigeant? Nulle part. Donc tout ce message que nous passons sera diffusé et diffusé. Des milliers de personnes vont écouter cela. Or, il aurait été plus intéressant que nous ayons des raisons de nous vanter de nos dirigeants, de dire que voilà ce qui a été fait et d'expliquer toutes les œuvres heureuses et salutaires qui sont réalisées par nos dirigeants. Mais puisqu'il n'y en a pas et qu'il n'y a que des problèmes qu'ils accumulent, nous sommes obligés malheureusement d'en parler. Et cela crée un vrai problème au sein de la société parce que la jeunesse n'a pas de transmission des valeurs, des connaissances qui puissent les élever, qui puissent l'amener à rêver, qui puissent provoquer le déclic d'une action forte qui permet justement de créer quelque chose de grand. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même triste. Hein? Vraiment triste. Voilà. Vraiment triste. Et Ferdinand, selon ce rapport, le Togo a sa Covid-19. Hein? Oui, on en parle depuis. C'est-à-dire que si la Covid n'existait pas, le Togo l'aurait inventé. Aujourd'hui, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, dans certains pays, on assiste à un relâchement. On a commencé par comprendre que bon, il faut relâcher les choses, il faut arrêter la paranoïa. C'est en ce moment que dans nos pays, on est en train d'imaginer comment il faut encore serrer les boulons. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, forcer les enfants. Oui, forcer les enfants à se vacciner. Amener les enfants plutôt à se vacciner. Vous voyez les pays voisins que nous avons aussi le temps de visiter. On ne gère pas autant la Covid dans les pays voisins que chez nous. Vous arrivez au Ghana, les gens mènent leurs activités tranquillement. Quand vous portez même un masque à certains endroits, on vous trouve vraiment bizarre. Vous allez au Nigeria, même chose. Au Burkina, même chose. Et toutes les activités, dans tous ces pays que je cite là, les activités culturelles n'ont jamais été suspendues. Jamais. Pas plus que ce week-end, Tiken Jah Fakoly a fait un grand concert à Conakry. Il a été reçu par Doumbouya, il a été reçu par Cellou Dalein Diallo. À Ouaga, il y a les concerts qui s'enchaînent tous les jours. En Côte d'Ivoire, il y a les concerts. Et il y a Côte Togo qu'on a mis tout en berne à cause de la Covid. Et comme Luc venait de le dire, tout l'argent qu'on perçoit à l'aéroport, nous avons fait un article sur la gestion des fonds de la Covid. Puisque selon le directeur de la NAC ou de la SAT, on a au moins une idée sur le trafic aérien. Puisque chaque année, il donne une idée sur le nombre de passagers qui passent à l'aéroport de Lomé. Donc quand vous prenez ces passagers-là et que vous multipliez par le nombre de 40 000 qu'on prend à l'aller comme au retour, pour certains, vous avez des milliards qui ont été engrangés. À qui on a fait les comptes? Où est-ce que ces fonds sont logés? Qui les gère? Personne. Et même dans la loi de finances, vous ne voyez nulle part les traces de cet argent. Je ne sais pas si vous voyez. Combien de Togolais se sont plaints qu'en les mettant en quarantaine dans les hôtels à Lomé, on leur a pris 500 000 pour des services qui n'existaient pas. Les gens étaient dans des chambres avec des souris, avec des cafards. On leur a apporté des résultats, des repas désagréables. On a bloqué les gens dans des chambres d'hôtel avec des militaires en fusil, en bandoulière pendant des semaines parce qu'ils sont en quarantaine. Certains ne sont même plus rentrés chez eux à la maison. Des gens qui sont rentrés pour enterrer leurs parents ont dû reprendre l'avion pour rentrer chez eux. Vous voyez? Et donc, le Togo, comme on le dit, a sa Covid. À sa Covid, les 250 milliards dont on a parlé dans ce pays, qu'on va commander les respirateurs, les scanners, les quoi. Il y a des ministres qui sont allés sur des radios pour dire que les scanners sont déjà commandés. Dans quelques semaines, on aura un scanner. Vous les avez vus? Qui a commandé les respirateurs? Vous les avez vus? Les intrants aujourd'hui,
les intrants qui servent aujourd'hui à faire les analyses pour les analyses PCR, qui les commande? Qui a eu les attributions des marchés? Par quel processus les fonds sont décaissés? Les masques et tout ce qui rentre dans la Covid, qui les commande? Personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Pendant ce temps, on a bloqué tout un pays. Les activités, l'informel, tous les bars qui sont à la plage. Moi, j'en parle tous les jours. C'est un gâchis. Tous les bars qui sont à la plage. Hein, de Lomé jusqu'à je ne sais pas quoi, avec tout ça. Tous ces gens-là, depuis 1 an, sont à la maison. Sont à la maison. Personne ne va. Tous ceux qui travaillent là-bas sont devenus des chômeurs. Et maintenant, quelqu'un a trouvé l'ingénieuse idée d'imposer le pass vaccinal ou bien le test spécial avant d'aller dans le marché. Ben oui, j'en ai entendu parler. C'est pas possible. Ça dit que quelqu'un a trouvé l'ingénieuse idée, je ne veux pas parler d'idée maléfique, de faire imposer un test spécial avant d'aller dans un marché. C'est-à-dire que si vous voulez aller acheter aujourd'hui de la tomate au marché, si vous n'avez pas un test, qui coûte le prix de la tomate que vous voulez acheter? Parce qu'on ne parle pas de ça. Parce que le test spécial, son prix et le prix de la marchandise que vous voulez acheter dans le marché, ce n'est pas pour tuer le reste des commerçants. Ce n'est pas pour faire effondrer totalement l'économie. Moi, je vais aller faire un test spécial à 25 000, c'est ça? Pour aller acheter une tomate à 200 francs au marché. Je vais faire un test spécial à 25 000 pour aller acheter des ignames à 3 000 au marché. Et donc, les gens sont là. La République n'a plus visiblement de colonnes et de piliers. Chacun amène une idée et on dit bon, c'est bon, et on va appliquer ça. Et puis en même temps, ce qu'on gagne derrière. Oui, qu'est-ce qu'on gagne derrière? La question c'est bon, qu'est-ce qu'on gagne derrière? Puisque le business des tests PCR, l'argent rentre dans les poches d'un groupe d'individus, il faut que les PCR continuent. Il faut qu'on ne continue pas à mobiliser tous les Togolais à faire les tests PCR régulièrement pour que ceux qui sont derrière ce business-là ne continuent pas à avoir de l'argent. Donc, quand moi j'ai entendu cette idée-là d'imposer le test PCR aux gens avant d'aller au marché, j'ai dit mais ça c'est la totale. Donc vous avez raison de dire que le Togo ça Covid. Voilà, c'est ça. Et lui qui venait de le dire, mais c'est la réalité quoi. Et c'est dommage pour notre pays. Parce que nous ne pouvons pas vivre en marge de la société, en marge du monde. Le même variant qu'on trouve, je ne sais pas comment on appelle les variants, la Delta, Omicron, c'est le même variant qu'on trouve ici. Ou bien, comment se fait-il? Et puis quel est le taux de létalité même de ce virus? Voilà. Voyez-vous, il y a des maladies qui tuent énormément dans nos pays, etc. Mais il n'y a pas autant d'attention. Est-ce que vous voyez? Donc si, dans ces conditions-là, on voit que les gens sont entrés en train. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on s'est mobilisé autant autour de cette question de Covid. Je n'ai jamais compris. Parce que pour moi, avec tout le débat qu'il y a autour du vaccin, et même le fait que, voilà, l'incapacité du monde médical à donner des éléments édifiants et clairs, probants sur la maladie et la façon de la traiter, devait amener. Donc il y a un doute qui persiste. La preuve, c'est que malgré les mesures coercitives, malgré le forcing qui est fait pour la vaccination, etc., c'est quoi le taux de vaccination? C'est pour dire quoi? On ne peut pas forcer un individu aujourd'hui qui a toutes ses facultés en place à faire quelque chose. Il y a toujours des moyens de contourner. Est-ce que vous voyez? Si on met en place cette histoire de test PCR avant d'aller au marché, mais ceux qui ont déjà les tests, tout le monde va les envoyer pour aller acheter les produits. Les gens n'iront pas. Tant qu'on ne persuade pas, c'est-à-dire que l'individu par lui-même, à partir des connaissances qu'il acquiert, que ce soit sur les réseaux sociaux, par Internet, dans la télévision, etc., ne se convainc pas de la pertinence du vaccin, il ne le fera pas. Est-ce que vous voyez? À moins qu'il ne soit vraiment obligé parce qu'il a un gain après le test en question. Sinon, ce n'est pas la peine de forcer. Et puis le discours lui-même, la communication qui est faite autour, on sent qu'il y a de l'amateurisme, l'incohérence, l'incapacité à persuader. Ah, je sais pas, cette peur-là, cette angoisse, j'ai déjà parlé de ces émotions négatives et de leur effet sur l'organisme humain et même sur le mental de l'individu. Donc, bon, vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse du travail. Vraiment, voilà, il y a du travail à faire. L'autre point de ce rapport, et ça concerne le déficit démocratique dans nos pays, notamment le Togo, les libertés qui ont été privées, liberté de manifestation, liberté etc. Le rapport a évoqué ces déficits-là aussi. Je pense que c'est une belle transition pour les PU. Oui, ça c'est le cadre institutionnel, en réalité, qui favorise la corruption.
Lorsqu'on parlait de la corruption tout à l'heure, on parlait de la justice. C'est ça. On parlait des institutions. L'Assemblée nationale, les institutions de contrôle, la société civile. Lorsque toutes ces institutions n'existent pas ou n'existent que de nom, la corruption ne peut que se développer rapidement. Mais si vous avez des institutions qui sont solides, vous avez une justice où un procureur, un juge d'instruction n'a pas besoin de demander l'autorisation du pouvoir exécutif pour agir. Je ne sais pas si vous voyez, lorsqu'il y a un accident de route, en France par exemple, il y a une enquête qui est ouverte tout de suite. Mais ici, là, il y a des accidents tous les jours. Le procureur ne sait même pas qu'il y a des accidents. Je ne sais pas si vous voyez. Le parquet devait se saisir de dans quelles circonstances l'accident a eu lieu. Pourquoi il y a eu ici, pourquoi il y a eu ça. On ne dit absolument rien. Mais au même moment, il est très très dynamique sur des dossiers politiques. Voilà. Il faut prendre des journalistes tout à l'heure, on te prend tout de suite. Et ils sont déjà les motifs avec célérité. Avec célérité. Et donc, quand vous avez des institutions comme ça, qui sont inféodées au pouvoir exécutif, quand vous avez une Assemblée nationale qui n'accompagne que l'exécutif, quand vous avez des institutions qu'on a créées pour faire un travail, mais qui ne font absolument rien, ou qui sont mis au bord de l'exécutif, et donc vous avez un président qui est super puissant, et que les autres institutions n'existent pas, et ça ne peut que favoriser la corruption. Vous savez, en Afrique, nous avons commis l'erreur de copier tout de la France. La forme même de l'État, le système politique même pour nos pays. Finalement, nous avons des chefs d'État qui sont super puissants, et il n'y a aucune institution de contrôle. C'est comme la France aussi. Vous savez que la France a hérité son système de la royauté. Et que le chef de l'État français est plus ou moins comme un roi. Je ne sais pas si vous voyez. Il peut venir parler à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'a pas le droit de le questionner. Il vient faire son discours, il repart. Il peut être mis en accusation, mais peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais aux États-Unis, vous êtes aussi puissant. Mais un juge de la cour, la cour, comment ils appellent ça, la cour suprême vous bloque. Voilà. Vous prenez une loi, il vous bloque, il dit que ce n'est pas constitutionnel. Vous êtes obligé de vous adapter ou de modifier votre loi. Mais chez nous, comme on n'a pas un système parlementaire efficace, on a donné tous les pouvoirs au président de la République, il en profite pour écraser toutes les autres institutions de la République. Dans un contexte comme ça, la corruption ne peut qu'avoir le vent en poupe, puisqu'il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. C'est une question de volonté. La refondation même de nos républiques, par rapport aujourd'hui aux pays qui ont la chance d'avoir de nouvelles institutions, comme les pays en transition, comme le Mali, le Niger, c'est de tirer toutes les leçons de ce système politique qu'on a importé, tout cru de la France, et qu'on a plaqué chez nous. Il faut faire en sorte que le système politique nouveau qu'on veut installer dans ces pays-là tire compte de nos réalités et fasse en sorte qu'on n'ait pas au sommet de l'État quelqu'un qui est tellement puissant, qui est incontrôlable et que tout autour de lui... Et en même temps détaché du peuple. Oui, détaché du peuple. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.